vont vous parler le docteur Aude Théodin, qui est médecin, gériatre, et directrice d'un centre qui s'appelle le Centre de prévention Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco, comme vous le savez, c'est la réunion des caisses de retraite complémentaires pour les salariés. Il y a 18 centres en France qui offrent de façon totalement gratuite toute une série de prestations pour les personnes qui sont retraités ou qui vont l'être, et qui dépendent donc d'une des caisses de retraite d'Agirc-Arrco. Il y a des bilans mémoire, il y a des bilans de santé, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas détailler ici, mais je vous invite à aller les rencontrer après le moment du cocktail qui aura lieu vers 13h. Si vous avez des questions à poser ou des demandes particulières, vous pourrez vous adresser à nos deux invités. Donc le docteur Théodin préside ce centre qui est dans la galaxie des centres de prévention Agirc-Arrco, un des plus dynamiques de France, je peux en attester. Et puis Madame Hurel, qui est psychologue, qui depuis plus d'une dizaine d'années travaille sur toutes ces questions et travaille donc au centre de prévention Agirc-Arrco aux côtés du docteur Théodin. Et donc c'est ensemble qu'elles vont vous présenter ce grand sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui a de multiples facettes. L'amour à tout âge, avec toutes ses composantes affectives, physiques, etc. Voilà, donc on va parler de choses qui nous concernent tous, en toute liberté, en tout respect et en toute délicatesse. Voilà, merci encore à vous d'être là et on se retrouve après pour le cocktail. Bonne conférence. Alors, donc enchanté d'être avec vous. Merci Monsieur Sauzet de nous avoir invités. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on vient effectivement évoquer ce sujet qui est souvent... on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, c'est souvent quelque chose qui peut être aussi des fois tabou. Après, effectivement, on peut en parler avec beaucoup d'humanité, de délicatesse, parce que la sexualité, il ne faut pas en avoir peur. Il y a l'amour à tout âge. Mais l'amour et la sexualité sont effectivement deux choses qui vont de pair. Donc on va essayer d'évoquer ce sujet-là ensemble. Merci. Merci et bienvenue à tous. Donc voilà, à travers cette présentation, on vous invite à une réflexion sur l'évolution de l'amour et de son épanouissement global. Je vais me rapprocher un petit peu. Nous vous proposons une approche multidimensionnelle, et ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire une approche autour de la sexualité qui entremêle à la fois le social, le somatique et le psychologique. Avant tout, il faut aussi qu'on définisse de quoi on va parler ensemble. Donc la sexualité n'est absolument pas que l'acte sexuel et ça ne se résume pas. Alors là, je vais peut-être être un tout petit peu cru dans mes propos, mais il faut en parler. Ça ne se résume pas au coït ou à la pénétration comme des fois ça peut être entendu. Il ne s'agit pas d'une mécanique et c'est souvent comme ça que c'est évoqué, notamment dans les consultations de sexologie. En effet, la sexualité, elle s'exprime de bien des manières et Chiara a tout à fait raison. Il y a l'acte sexuel, mais il y a les prémices amoureux, les fantasmes, les émotions, les sentiments tels que l'amour, la tendresse, l'affection, le désir, le plaisir donné, reçu et procuré par soi-même, l'intimité, la complicité, la proximité, le toucher, les gestes attentionnés, la séduction, le regard. Autant de domaines que nous allons essayer d'aborder ensemble pour vous présenter ce sujet. Mais on parle bien de la sexualité dans son ensemble, au niveau social, somatique, psychologique et physique. On vous propose d'aborder 4 points essentiels. Déjà, de faire la part des choses entre les stéréotypes qu'on peut avoir, les représentations qu'on a de la sexualité auprès des aînés, voilà, et finalement la réalité que vous vivez et qu'on va tous vivre à un moment donné. Donc, il y a quelquefois un grand fossé. Donc ça, on va y passer un petit moment. Et puis, on va aussi aborder la sexualité quand elle devient source de conflits, de difficultés, vraiment aussi possibles. Et une fois qu'on
on aura abordé ce point-là, un troisième point sur, oui, mais concrètement, comment on fait pour favoriser une sexualité épanouie? Parce que bon, il faut aussi voir quel levier d'action on a en main. Et enfin, le quatrième point pour conclure, on reviendra sur quelque chose de pragmatique, de pratique, sur concrètement savoir avoir une sexualité épanouie, ça se résume à quoi? Voilà. Alors si on commence par les représentations, les réalités, alors bon, c'est une notion qui évolue avec le temps, donc je vais vous faire juste un petit état des lieux en évoquant quelques chiffres, sachant que qui attestent de l'évolution sociétale de la sexualité, mais les études sont globalement déclaratives pour beaucoup, avec un contexte de sexualité dans les études qu'on retrouve aux alentours de la soixantaine, 60-70 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas répondre non plus à ces enquêtes-là, pour de multiples raisons, parce que ce sujet, comme je vous l'ai dit au tout début, est quand même toujours un peu tabou. Et les répondants sont souvent plus des personnes qui vivent en couple et qui osent aborder cette question-là. C'est plus facile à deux d'aborder cette question-là que de l'aborder effectivement tout seul. En tout cas, dans ces études-là, on retrouve effectivement des couples, 70% des couples qui ont une sexualité à 70 ans, avec 2 à 3 rapports par mois, 5 à 6 par mois selon les études. Mais on a bien globalement une sexualité qui est toujours bien évidemment présente dans les personnes en couple. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette révolution sexuelle qui est en marche, parce que c'est pas une question d'âge en fait. Quand on regarde les études déclaratives qui avaient pu être faites il y a de nombreuses années, on a posé des questions à des personnes qui avaient plus de 50 ans, donc c'est pas vieux, c'est même relativement jeune, 50 ans. Et on leur a posé la question s'ils avaient eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois. Eh bien, aujourd'hui, 90% des personnes de plus de 50 ans déclarent avoir eu des relations sexuelles dans les 12 derniers mois. Mais il faut voir que ce pourcentage n'était que de 77% en 1992 et de 53% en 1970. Ça veut dire que une personne sur 2 n'avait pas de rapport sexuel à 50 ans dans les 12 derniers mois, ce qui est quand même moi je trouve que c'est assez étonnant. Donc il y a bien une révolution qui s'est jouée, et effectivement entre vieux et jeunes vieux, c'est des questions que va aborder Chiara tout à l'heure. En tout cas, la connaissance de la sexualité aussi, elle était quand même nulle, faut le dire. Il n'y avait pas du tout d'éducation sexuelle, on n'en parlait pas, que ce soit dans la famille, ou que ce soit à l'école, ou que ce soit entre amis. C'était du non-dit pour beaucoup, et plutôt une sexualité qui se découvrait avec le temps. La femme avait l'organe principal pour le vagin, était beaucoup plus pour la procréation, et la libération de la parole et de la connaissance de la sexualité fait que c'était déjà un tabou il y a 50 ans, mais ça l'est toujours aujourd'hui, même pour autant qu'on ait levé tous ces tabous. Alors, l'arrivée d'Internet a été aussi quelque chose de facilitant, parce que du coup, il y a des personnes qui ont pu justement bien échangé sur ces sujets-là. Il y a des associations aussi qui se sont créées, comme une association qui s'appelle Hold Up, qui a justement une association de seniors qui évoque ce sujet-là, parce que c'est ceux qui en sont concernés qui sont le plus à même d'en parler. Nous, on vous parlera beaucoup de notre expérience professionnelle dans les consultations, effectivement, qu'on peut faire, où la parole se libère, puisqu'on est dans des entretiens individuels. Pour accompagner justement et faire le point sur la situation sociétale actuelle, je vous propose de regarder une étude menée par l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques et des études économiques, donc qui est assez récente, 2019, et qui montre bien une évolution dans nos sociétés. Effectivement, 7,4 millions de personnes vivent seules en France.
C'est un fait. Hein. Et ça représente à peu près une personne sur 8. Et le nombre de célibataires a aussi doublé en 30 ans. Donc il y a un nouveau phénomène qui se met en œuvre et il est passé de 6,1% de la population en 1969 à 12,6% en 1999. Donc là aussi, là où on voyait des couples rester, il y a une évolution puisque finalement l'espérance de vie aussi évolue et donc des séparations peuvent arriver même tardivement. Et il existe aussi des différences en fonction du sexe et de l'âge des personnes qui ont été interrogées, puisque vers 50 ans, la parité homme-femme est à nouveau respectée dans la situation d'être célibataire, et puis le nombre global de célibataires augmente au fur et à mesure, et ce phénomène touche de manière générale tous les seniors, hein, là pour le coup, et plus de la moitié des personnes seules ont plus de 60 ans. Donc c'est une vraie question qui peut se poser, hein, qui peut-être ne se posera jamais, hein, en fonction de chacun d'entre nous, mais qui peut se poser. Après 50 ans, donc, comme je vous l'évoquais, l'augmentation de la durée de vie est la principale cause des solitudes des seniors et pas forcément en lien avec des séparations finalement, en tout cas voulues, dans le sens où souvent les femmes vivent plus longtemps que les hommes et sont souvent avec des conjoints plus âgés, hein, et elles se retrouvent plus souvent seules parce que le conjoint est décédé malheureusement et du coup les progrès médicaux permettent aux personnes âgées de rester aussi plus longtemps chez elles et pas en institution. D'accord. Donc la tendance à la hausse du nombre de célibataires va peut-être s'inverser aussi, et ça c'est important de le considérer, puisque le couple refait son retour en force finalement, puisqu'on voit que il y a un regain de mariage, de remariage depuis l'an 2000, donc voilà des nouveaux couples qui se forment, et donc l'espoir est permis aussi. Cependant, il peut y avoir plusieurs obstacles qu'on aimerait aborder et évoquer tout au long de nos propos, en commençant par l'aspect générationnel, le regard des autres. Et ça, c'est assez lourd à porter, hein, et ça peut être lourd de sens. Et comment imaginer que nos parents déjà font l'amour, et on peut tous s'interroger là-dessus, parce que ça a tous été quelque chose peut-être de difficile, mais alors nos grands-parents, oula, ça peut être encore une autre histoire. Donc, on est vraiment grandement influencé, finalement, par des croyances. Et la sexualité des seniors, il y en a beaucoup. Là, on vous en fait une petite proposition, hein, et elle n'est pas exhaustive, d'accord. Donc on a une image assez négative, qui évolue, hein, et j'ose espérer que ce qu'on fait aujourd'hui permet cette évolution aussi, hein, de délier un peu la réalité. Et puis, on est quand même nous, influencés grandement par le contexte socio-culturel dans lequel on a grandi et évolué, hein. Même si on a envie de s'en libérer, ça laisse des traces. Et ce qui génère des pensées limitantes aussi, hein, pour nous-mêmes. Donc notre éducation chrétienne nous amenait avant, et ça peut encore être le cas, à se marier pour la vie, pour l'éternité, sans rapport sexuel avant le mariage, parce que c'est pas pour le plaisir, bien sûr, sans aucune expérience au départ, ni connaissance de son corps, puisque c'était pas du tout abordé. La masturbation était jugée honteuse. La sexualité ne s'apprenait pas à l'école ou par d'autres biais, bien évidemment, et se résumait à une seule expérience de sexe de sa vie pour beaucoup de femmes aussi. Donc, comment on fait finalement, puisque les réalités actuelles ont évolué, hein, notamment grâce à la révolution sexuelle qu'évoquait Aude, moderne des années 60-70, au développement de la contraception et aussi au droit à l'avortement, qui là a permis de voir la sexualité pas que pour une productivité, si je puis dire. Donc ça fait place à beaucoup de diversité. Et on a, les croyances limitantes dont parle Chiara, c'est vraiment impactant, hein. C'est vraiment très impactant sur nos représentations, hein, nos représentations du vieillissement qu'on a pu voir chez nos parents, mais nos représentations sont vraiment ancrées. Et ces croyances-là ont un impact majeur quand on voit les personnes qui souffrent, qui ont des troubles de la sexualité, qui ont des arrêts de sexualité et de sensualité. C'est souvent lié à des fausses croyances parce que ce qu'on considère comme normal, on ne va pas agir dessus puisque c'est normal.
Donc effectivement, c'est voilà, obligatoirement, on serait avec l'âge asexuel, avec une absence d'intérêt pour le sexe, une absence de désir, on serait plus physiquement désirable. Il y aurait la tendresse, mais ce serait dénué de passion, comme si la passion n'existait plus. Et même des fois, effectivement, ça pourrait même être pervers, voire honteux, hein, notamment dans le plus grand âge. Et c'est vrai que la sexualité pouvait se résumer à une époque à effectivement la pénétration et l'éjaculation, bref, à la procréation. Donc ça réduisait exclusivement aussi les hommes à celle d'une notion de plaisir masculin, et c'était l'apanage des hommes. Alors ça, c'est très très impactant parce que ça provoque une pression chez l'homme avec un rôle de performance. Hein. Et de ce fait, un manquement de ce côté-là, hein, rien que sur le plan de la tenue de l'érection, peut être considéré comme un manque de désir pour son épouse, le début d'une impuissance. Et ce serait même techniquement impossible, hein, on a pu aussi lire ce genre de choses. Et d'ailleurs, les motifs de consultation, hein, des hommes les plus importants, c'est l'angoisse de performance. Bien plus que une impuissance. Hein. C'est des difficultés à obtenir une érection, des difficultés à maintenir, mais en tout cas, ça se tourne beaucoup plus autour de l'angoisse de la performance. La femme, elle, plus passive, avec un rôle de répondre au désir du mari, il y a plusieurs années de ça, avec ne pas prendre les devants, hein, sinon on pouvait être porté sur la chose, enfin voilà, et considérée comme une fille aux mœurs légères. Donc c'est un petit peu ce côté de la perversité, que ce serait honteux. En tout cas, sur le plan du techniquement impossible, il y avait aussi l'histoire de l'absence de lubrification, qui est complètement une fausse croyance et qui n'est absolument pas l'apanage de l'âge, et on en parlera tout à l'heure. Ce serait même impossible car on serait fragile et on aurait des douleurs. Il faut savoir quand même que le motif des consultations, hein, des femmes les plus importantes sur le plan de la sexualité, ça touche quand même les questions de la sécheresse vaginale ou de l'atrésie vaginale, de ce qu'on appelle les dysparéunies, donc effectivement des douleurs lors des rapports. Donc, mais vraiment, on va et souvent aussi des fois des brûlures post-coïtales avec des problèmes urinaires. Donc, on verra un petit peu tout à l'heure l'effet de l'âge, parce que vraiment l'âge a un effet. Mais ce n'est qu'un petit effet contre lequel on peut justement agir, et ça ne doit pas se résumer à ces croyances qui sont effectivement complètement fausses et vont nous empêcher effectivement de s'adapter. Comme avec l'avance en âge, on doit s'adapter sur le plan de l'alimentation, de l'activité physique, des rapports humains. On est un être humain dans sa globalité, donc bien entendu qu'on doit s'adapter à son avance en âge. Et donc la dernière croyance qui était aussi importante, c'est que tu en as parlé, c'est que ce serait stable, monogamique, hétérosexuel exclusivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les réalités, parce que là on a parlé des croyances, hein, mais les réalités, c'est pas du tout ça. Les réalités, vous êtes là aujourd'hui effectivement aussi pour ça, bien entendu, les seniors expriment leur sexualité encore heureux, et de manière plus diversifiée que les jeunes, hein. C'est vraiment ce dont on s'aperçoit. À 60 ans, on a encore près d'un tiers de la vie devant soi, et grâce à l'amélioration des soins et des conditions de vie, on est en bien meilleure forme que ses parents au même âge. On peut tout à fait continuer, vivre selon ses désirs, en s'adaptant à ses possibilités physiques, et continuer bien entendu sa vie sexuelle. Je vais parler de choses un petit peu crues, mais c'est aussi intéressant de voir qu'on a effectivement 70% des 55-69 ans qui déclarent avoir des pratiques orales, alors qu'en 1992, il y avait 48% qui n'avaient jamais eu de telles pratiques. Donc on en revient un peu sur les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure sur le plan de la révolution sexuelle. Donc il y a les autres exemples comme les sex shops où on devait y aller obligatoirement caché avec un chapeau et un imperméable dans des devantures pas éclairées où on voyait rien. Enfin voilà. Heureusement, ces choses-là aussi se démocratisent, et avec l'âge, la sexualité évolue pour devenir moins physique, davantage relationnelle et émotionnelle, moins sexuelle et davantage sensuelle, plus érotique que génitale, et elle prend son temps. Les hommes deviennent plus réceptifs, les femmes plus actifs, les préliminaires sont privilégiés afin de prendre le temps de faire naître le désir, de faciliter notamment la lubrification et de provoquer
des rapports si on le souhaite. En tout cas, les relations régulières entretiennent les mécanismes de réaction. La notion nouvelle aussi qu'on observe, c'est que maintenant on a le choix dans sa sexualité. C'est-à-dire qu'on nous donne le choix, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. On était dans une vision très normée, normative, hétéronormée, monogamique. Et là, on voit que les jeunes couples ont des rapports bien plus divers. Il y a des notions, est-ce que je suis dans un couple exclusif, d'union libre, plus bisexualité. Peut-être que vous voyez aussi que dans les médias, on en parle vraiment. C'est une vraie réalité. L'homosexualité, ce choix n'existait pas auparavant. Et souvent, il devait être vécu caché. Et ça générait beaucoup de conflits de couple et surtout de souffrance dans son couple, puisqu'on n'était pas en possibilité de vivre en accord avec sa propre identité. Donc maintenant, à l'heure actuelle, les seniors peuvent se découvrir dans une sexualité épanouie, c'est permis, et puis en accord avec leur identité. Au-delà de ça, on voit, et ça s'observe beaucoup au sein du centre de prévention aussi, parce que on vous voit, on vous entend, et il y a des nouveaux couples qui se constituent, et même qui sont même précurseurs des plus jeunes, j'ai envie de vous dire, plus libérés, c'est ce qu'on disait, beaucoup moins plus libre en fait, dans sa façon d'être et de vivre, ça se voit, c'est une période de sa vie où vraiment on peut vraiment s'épanouir sans avoir peur, moins peur en tout cas des regards des autres, et des nouveaux couples se forment et préfèrent vivre aussi d'une autre manière qu'avant, c'est-à-dire indépendamment, chacun chez soi. Puis on choisit de se retrouver à des moments choisis. On privilégie les moments de qualité plutôt que le quantitatif, parce que comme on a une autonomie qui est beaucoup plus forte, finalement, on n'est pas obligé de supporter ce qu'on pouvait supporter auparavant, et on choisit de le vivre bien autrement. Donc l'augmentation du nombre de divorces ou de séparations provoque de fait la recréation de couples chez les seniors. Quelques chiffres pour qu'on puisse vraiment mesurer cela. 22% se remettent en couple à la soixantaine et 9% après 70 ans. Aux États-Unis notamment, 75% des femmes de plus de 50 ans et 81% des hommes du même âge se remettent en couple après une séparation. Et 57% des hommes et 54% des femmes disent avoir une vie sexuelle active une fois remariés. Vous voyez. Et dans les nouveaux couples, il y a aussi des nouveaux couples qui se recréent à 80 ans. Et vraiment, c'est très étonnant et c'est très touchant les retours qu'ils font, parce que, moi j'en ai eu plusieurs, mais j'ai cet exemple-là qui me revient en tête. Avec effectivement un couple à 80 ans qui était venu nous voir en bilan de prévention, qui s'était reformé, qui n'avait pas effectivement repris d'activité sexuelle ou plus loin, parce qu'il se posait les questions, il se demandait est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas faire mal, comment, est-ce que je vais être physiquement attirant, vous voyez toutes ces questions-là. Et donc le fait effectivement d'en parler et d'avoir renoué un dialogue là-dessus, et d'avoir permis ce dialogue-là avec une personne interposée, un professionnel, vraiment c'était formidable, parce que moi c'était un monsieur, ça faisait 15 ans qu'il était veuf, etc. Il s'était remis et il était revenu nous voir en consultation et nous dire: écoutez, c'est fou, j'aurais jamais cru que ça allait me réarriver, quoi. Je pensais que c'était terminé, mais non, ça a été possible. Et il a retrouvé une sexualité qui était tout à fait satisfaisante et répondant à ses besoins. La femme, pareil, mais dans des sentiments aussi qui évoquaient de la passion. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, elle en a parlé, Chiara, on se dit, tiens, il n'y a plus de passion. Si, bien entendu. Et on aurait pu voir deux adolescents qui parlaient entre eux. C'était effectivement des moments, moi, que je trouve effectivement formidables pour eux. Donc voilà, juste l'exemple clinique que je voulais citer. Donc, lorsque la prochaine partie qu'on aimerait aborder, c'est lorsque la sexualité devient source de difficultés. Et ça, c'est possible aussi. Finalement, quels sont les éléments que nous devons savoir identifier, considérer
et surveiller pour garder et entretenir une sexualité épanouie. Alors après avoir fait... Vas-y. Excuse-moi, je suis désolée, mais je devais évoquer, je ne sais pas où tu es parti, mais... Je t'en prie. Ce que excusez-nous, hein, c'est la première fois qu'on voit ça. Moi, je voulais aussi parler des troubles du plaisir qui s'améliorent, hein, et de la sexualité diversifiée. D'accord. Excuse-moi. Je t'en prie. Je suis là pour vous dire, moi, en tant que médecin, qu'on observe une nette régression des difficultés sexuelles avec l'âge. On entend toujours l'inverse, hein, alors que vraiment, il y a des troubles du plaisir qui ont largement tendance à s'améliorer avec l'âge par rapport aux plus jeunes. Hein, donc voilà, les troubles du plaisir ont tendance nettement à diminuer. Ça, c'est aussi quelque chose qui me paraissait important. Et sur le plan voilà, de l'orgasme, il y avait Masha Merrill, hein, qui disait la réjouissance ne se découvre qu'après 60 ans. Cette phrase-là était intéressante parce que dans les études, notamment en 2017, qui ont été faites dans un centre Center for Sexual Health Promotion, c'était un centre de sexualité aux États-Unis. Une femme sur 5 parvient à un orgasme lors d'une pénétration vaginale sans stimulation clitoridienne et une meilleure connaissance de son corps. Et cette réalité-là fait que les seniors ont des attentes fortes en termes d'épanouissement personnel. Et donc, effectivement, on va parler des difficultés. Du coup, je te laisse la parole là-dessus. Et aussi de se dire que, en réalité, et comme tu l'évoquais très justement, maintenant on a quand même une bien meilleure connaissance de son corps qu'auparavant, à travers différents médias, possibilités. Mine de rien, Internet, c'est quand même une mine d'or d'informations quand on veut s'y pencher. Et même si il y a certaines parties anatomiques, peut-être que tu veux aborder. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai qu'anatomiquement, on pense aussi que les jeunes sont nettement plus ouverts. On a parlé des discussions qu'on peut avoir sur sa sexualité, trouver sa sexualité. Et ça, c'est quand même bien d'en parler et d'avoir le choix. Pour autant, on peut être aussi un peu perdu quand on est effectivement un peu plus jeune, mais moi, en tant que médecin, c'est important d'avoir des connaissances anatomiques et physiologiques. Anatomique et physiologique, c'est le fonctionnement. La physiologie, c'est le fonctionnement de son corps. L'anatomie, c'est comment il est construit. Donc, et anatomiquement, écoutez, c'est complètement fou parce que anatomiquement, là, je vous présente par exemple, là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'anatomie du clitoris. Donc, et ça, c'est des choses qui sont absolument pas connues. Le clitoris est souvent résumé à son gland, alors que c'est un organe complet. Et sachez en tout cas qu'il n'a été mis dans des livres d'anatomie qu'en 2017. Donc, ça en dit long. Ça en dit long. Ça en dit long. Très bien. Donc après avoir fait ce rapide état des lieux, comment faire pour entretenir une vie intime épanouie ? Alors, pour nous guider dans notre réflexion, abordons les différents points qui peuvent devenir une source justement de difficultés, comme les modifications naturelles de l'avancée en âge, et ça c'est un fait, mais on peut aussi s'en prémunir, et puis y faire face. Quels sont les facteurs aussi qui peuvent perturber notre santé sexuelle et les facteurs entraînant un mal-être psychique, parce que là aussi ça a une influence importante. Et tout d'abord, commençons par les modifications biologiques. Alors, l'influence naturelle de l'âge, oui, il y a plusieurs types de modifications. Hein. Donc il y a des modifications physiques, hein, le vieillissement a un impact forcément. Il y a la perte, alors il y a l'élasticité des tissus, le relâchement, les rides, etc. Ça, c'en est une. Il y a quelque chose dont on parle moins, c'est la perte sensorielle des 5 sens, qui sont aussi des signaux qui interviennent au niveau sexuel. En effet, avec l'âge, on a l'odorat et l'ouïe qui déclenchent moins de désir, et c'est des canaux de désir qui sont différents selon chaque être. Il n'y a pas de choses normatives homme-femme, hein, du tout, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on retrouve plus. Par exemple, chez les hommes, on va avoir un sens du désir déclenché plus par la vue. Or, la vue est un des sens qui, avec l'âge, est plutôt quelque chose qui s'améliore. Hein, parce qu'une fois qu'on est opéré de la cataracte, on voit effectivement, en dehors de pathologie, on voit plutôt très bien, voire mieux qu'avant.
Donc, en tout cas, l'ouïe est un sens déclencheur du désir pour 12% en fait des personnes et l'odorat 30% en gros. Et effectivement, ça baisse. En tout cas, la vue reste le sens privilégié du désir et ce sens ne s'émousse pas avec l'âge, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, sur le plan physique, le relâchement des tissus et des muscles, d'autant plus si on ne les fait pas fonctionner, parce que le relâchement musculaire n'est pas une fatalité, j'insiste là-dessus, vous le savez bien, on recommande bien entendu de maintenir une activité physique régulière pour garder la tonicité de ses muscles, et c'est aussi important sur le plan de la sexualité, parce que le relâchement abdominal et la prise du périmètre abdominal va modifier aussi les angulations. Il va y avoir aussi de la graisse viscérale qui va pouvoir entourer et il va y avoir une moins bonne endurance sur le plan cardiovasculaire. Du coup, ça a des impacts et ça peut impacter la sexualité, mais en aucun cas c'est une fatalité. Donc je vous ai dit, la vue est le sens du désir qui favorise effectivement l'excitation sexuelle. Sur le plan physiologique, comme je vous disais tout à l'heure, physiologiquement il y a les hormones. Alors les hormones elles ont des fois bon dos, parce qu'il y a les hormones obligatoirement, plus de désir, plus de lubrification, c'est normal. C'est complètement faux. La modification hormonale, la ménopause, on touche en moyenne les femmes à 52 ans. L'andropause, on va être à 70 ans en plus chez les hommes. Donc oui, ça va amener des modifications hormonales qui vont avoir un impact, mais on n'est pas des hormones. Et effectivement, le désir, la lubrification, le plaisir n'est pas lié exclusivement à des hormones, loin de là. Le côté de l'atrophie vaginale notamment et de la sécheresse vaginale sont des choses qui se traitent très bien et c'est comme le relâchement de la peau, comme on a la peau qui s'assèche, on met bien de la crème le matin, ça nous fait du bien sur les sécheresses, c'est pareil effectivement sur les tissus et les muqueuses. Donc ça c'est des choses qui permettent vraiment de garder une bonne qualité du tissu, avec effectivement des exercices et notamment de rééducation périnéale, parce que l'entretien du périnée, souvent on y pense pour les femmes, parce qu'on en a entendu parler, mais j'insiste sur le fait que la rééducation périnale est faite pour les hommes aussi. Et c'est vraiment, ça a un impact sur le plan de la sexualité pour la femme, pour l'homme. Et cette rééducation périnéale va permettre effectivement de garder une bonne tonicité, de lutter effectivement contre la prise, le relâchement effectivement musculaire. Et c'est des choses qui se travaillent et qui se renforcent tout au long de sa vie dans des activités, par exemple, aussi de gymnastique de type Pilates. Ce sont des activités dans lesquelles on travaille effectivement ce maintien du plancher pelvien qui a un impact important. En tout cas, l'impact hormonal est minime sur la baisse de la libido, sur le désir. On parlera tout à l'heure effectivement du désir. Et des fois, nous, dans les consultations, pour vous donner un autre exemple, moi, j'ai aussi des hommes, par exemple, qui cessent des activités aussi, d'avoir une activité sexuelle, parce qu'ils ne veulent pas avoir une autre forme de sexualité que ce qu'ils connaissaient. Ça, c'est aussi quelque chose. Et ça permet d'aborder le troisième point qui évolue avec l'avancée en âge, c'est justement faire face au changement. Et souvent, avec l'âge, le corps vécu l'emporte sur le corps vu. Il y a un décalage qui peut se créer, d'accord ? Et il s'agit d'accepter, et ça c'est tout un travail, d'accepter les limites de ce corps qui peut évoluer, la lenteur, d'en distinguer les sensations qui se modifient, donc il faut réajuster, ça demande beaucoup de capacité d'adaptation, tout ça, de distinguer les sensations de douleur, de plaisir aussi, et puis autrement dit, d'arrêter de viser une image, une superbe, j'ai envie de vous dire, pour arriver à une image qui est au plus juste en fait, et nous libérer des pensées limitantes qu'on abordait en amont. D'accord ? Et donc, l'importance de remettre en question le fonctionnement pour se réajuster et continuer à prendre du plaisir et voir le plaisir autrement que par l'intermédiaire de la performance, de l'orgasme à tout prix, parce que là aussi, pas forcément sine qua non. Donc, avec le temps, les réactions sexuelles prennent plus de temps, voilà,
Comme on ne se déplace pas à la même rapidité à 20, 30, 40, 50 ans, c'est pareil. Donc là, ça prend plus de temps qu'auparavant, mais ça disparaît pas. On est toujours capable, il faut savoir entretenir le désir en laissant justement davantage de place à l'imaginaire, au fantasme. Et ça, on est particulièrement doué en tant qu'être humain pour avoir cette ressource-là. Et du coup, le côté aussi du désir là-dessus sur les facteurs psychiques, c'est aussi les jeux, beaucoup d'amusement aussi, et de jeux qui permettent justement de susciter ce désir et cette envie. Parce que pour notamment les femmes, on a parlé du sens, mais pour les femmes, l'envie d'avoir envie, l'envie de donner aussi du plaisir est quelque chose qui lui-même donne envie. C'est un cercle vertueux. Et donc, il s'agit aussi, bien sûr, alors moi, en tant que médecin, je vais forcément vous parler des facteurs négatifs. Donc là, on a parlé des influences naturelles avec l'âge. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder en tête parce que on pourra vraiment y répondre sur le plan de ces influences naturelles avec l'avance en âge. Après, il y a des facteurs, il s'agit de surveiller et de contrôler des facteurs négatifs qui peuvent impacter la santé sexuelle. Et en tout cas, les facteurs négatifs, sur le plan psychique, il y a quand même aussi le regard et l'image qu'on a de soi-même, qui est aussi important et qui effectivement des fois va effectivement impacter la santé sexuelle et qui fait qu'on peut avoir besoin d'en parler pour retrouver confiance. Et souvent, l'homme et la femme ont exactement les mêmes inquiétudes. C'est vraiment très c'est vraiment universel. Donc les facteurs négatifs sur la santé sexuelle. Eh bien, écoutez, si l'âge lui-même n'est pas un déclencheur, ça peut être le catalyseur de troubles, mais c'est des affections préexistantes qui sont aggravées par le vieillissement. Ah oui, j'ai pas mis la diapo suivante, forcément, vous n'aurez pas de voir grand-chose. Donc, il y a vraiment le gros du gros. Et en tant que médecin de prévention, je suis vraiment là pour vous en parler, c'est la prévention cardiovasculaire, parce que les maladies cardiovasculaires sont très impactantes négativement sur la santé sexuelle. Et donc, sur le plan cardiovasculaire, on a la sédentarité physique, donc le manque d'activité physique régulière, l'hypertension artérielle, mais on a aussi les problèmes, bien entendu, de surpoids, avec des maladies comme le diabète, le cholestérol, qui sont des maladies qui peuvent se prévenir si on les prend en amont. Ça, c'est clair. La prévention, elle est tout à fait efficace. Donc, on peut agir sur la sédentarité, sur le développement de l'hypertension artérielle, sur le surpoids. Alors, l'alcool est un gros facteur aussi, et le tabac, pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. L'alcool, je vous en ai parlé aussi, c'est pour la question de la graisse aussi et du surpoids, de la graisse périviscérale. Et le tabac qui va effectivement entraîner une maladie des artères distales, des fines artères qui vont se collaber, et donc une diminution de la vascularisation globale. Donc c'est vraiment des gros pourvoyeurs de problèmes impactant la santé sexuelle. Et donc pourvoyeurs d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, d'artériosclérose, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le plus gros, donc on le retrouve partout. L'autre événement le plus impactant, donc souvent quand il y a un arrêt justement de sexualité, c'est lié à des maladies. C'est vraiment le facteur. Et le vieillissement n'en est pas une, ça c'est sûr. Sur le plan de la prostate, les maladies de la prostate, donc l'hypertrophie bénigne de prostate qui touche beaucoup d'hommes n'est pas en elle-même pourvoyeur de problèmes de sexualité. Les gros problèmes impactant la santé sexuelle liés aux maladies de la prostate, c'est plutôt les traitements. Les traitements et notamment la chirurgie. Les chirurgies de prostate sont des choses très impactantes sur le plan de la santé sexuelle, ça c'est certain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sursoit à opérer l'argam manu comme on a pu le faire à une époque, et effectivement de pouvoir plutôt surveiller les personnes et ne pas aller directement à des interventions. L'autre gros pourvoyeur d'arrêt de sexualité, c'est les médicaments.
Beaucoup de médicaments sont aussi impactants sur le plan de la santé sexuelle, et c'est vrai que je conseille toujours, on verra tout à l'heure un peu quand consulter, comment, si on le souhaite, en fonction des problèmes qu'on peut avoir. En tout cas, l'une des choses, c'est d'interroger cette question du médicament et d'interroger ce médicament avec son médecin traitant pour voir s'il n'y a pas des médicaments qui sont impactants si on estime avoir des troubles de la sexualité. Le plus connu reste les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants et les psychotropes. Les bêta-bloquants sont des traitements qu'on donnait aussi pour l'hypertension et pour la prévention cardiovasculaire, mais les bêta-bloquants, c'est dose dépendant. Donc il y a moyen aussi d'abaisser la dose pour ne pas avoir effectivement de troubles ou même de switcher sur une autre molécule en accord avec son médecin ou cardiologue. En tout cas, on parlera de ça tout à l'heure, mais la prévention vraiment cardiovasculaire est efficace sur la santé physique et sur la santé sexuelle. La dernière des choses, c'est les troubles urinaires. Donc, sont impactants psychologiquement ou psychiquement. Après, Chiara en parlera mieux que moi. Mais les troubles urinaires, c'est souvent aussi des fausses idées. Je parle par exemple du prolapsus. Vous devez connaître les prolapsus, ce qu'on appelait les descentes d'organes liées à une insuffisance périnéale. C'est absolument pas des maladies qui empêchent d'avoir une sexualité du tout. Donc c'est vraiment pas un facteur, mais c'est plus la représentation qu'on s'en fait. Et les troubles urinaires qui peuvent être impactants, bien évidemment. Et donc, dans les facteurs négatifs sur la santé sexuelle épanouie, entre guillemets, bien évidemment que l'aspect du bien-être mental et cognitif a un impact énorme. Quand je parle des troubles cognitifs, je pense plus à nos capacités de jugement, de prise de décision, d'accord, qui peuvent être altérées quand il y a des troubles cognitifs. Et là, on voit bien que ça remet aussi en question la sexualité épanouie. Et au niveau des troubles psychiques, et je pense qu'on mesure tous l'impact que ça peut avoir quand on vit de l'anxiété, de la dépression, des difficultés à s'adapter au changement aussi, qu'on abordait par rapport à cette image de soi qui évolue, du regard des autres aussi, qui a un impact. Et tout ça, ça peut avoir un retentissement très négatif sur la santé sexuelle. Ainsi, et ça va nous permettre d'aborder cet aspect du désir, plusieurs éléments peuvent impacter négativement le désir. L'ennui, déjà, la première des choses. La monotonie, l'ennui qui peut vite s'installer à n'importe quel âge, ça aussi. Il ne faut pas se dire que c'est l'apanage des aînés. Les préoccupations, la fatigue, les excès dans nos consommations, les problèmes de santé en général qu'on vient d'aborder, des rapports sexuels précédents insatisfaisants aussi. On a une expérience de vie, un passif aussi qui peut mettre à mal son désir, puisqu'on a un rapport différent, des problèmes de communication. Et là, ça, je pense que s'il y a une notion qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est la communication. Elle est essentielle, donc sur les attentes sexuelles de chacun. La peur aussi qui peut altérer le désir de ne pas être à la hauteur, et ça on l'a évoqué, des difficultés à assumer aussi, qu'on a des désirs qui évoluent avec le temps, de les aborder, les fantasmes aussi, et ne plus se sentir désirable. Tout ça vont influencer notre capacité au désir, et c'est pourquoi le désir, par essence, est changeant. Il faut vraiment se le dire. Donc ça mérite de le remettre sur le devant de la scène et de le réaborder régulièrement, d'accord ? Et il peut ne plus être présent. Et pour avoir du désir, c'est capital de se sentir désiré. Et ça, aussi bien qu'on soit une femme ou un homme, ça va dans les deux camps. Et ça renvoie à la notion de disponibilité envers son corps, donc prendre soin de soi, et puis aussi envers l'autre, d'accord ? Et ça permet, il faut aussi savoir résister aux dictats qu'on abordait avant, et c'est pas pour rien qu'on vous les a énumérés, du dictat du désir véhiculé par la société, souvent quelque chose d'assez jeune, il faut que ça soit performant, il faut que ça se passe comme ça, etc., alors que c'est pas du tout une fin en soi, et qui peut devenir une source de pression, et nous faire perdre nos moyens et entretenir un cercle vicieux qu'on abordait tout à l'heure. Donc il est essentiel, et ça vraiment je vais insister lourdement peut-être là-dessus, de communiquer avec son partenaire, de repenser, de revoir la situation, revoir les attentes concrètement, les besoins, les capacités de chacun, d'accord, et de laisser le temps aussi.
parce que ça sert à rien d'aller vite pour faire pas correctement les choses. Donc, se laisser le temps et l'opportunité de reconquérir. Parce qu'il faut savoir se reconquérir l'un l'autre et se reconquérir soi aussi, de découvrir son propre désir, parce que ça peut être très tardif, quelquefois. Et grâce à la communication et l'expérimentation, et en cela, le passage à la retraite est une période toute trouvée, vraiment propice, puisque on est disponible pour ça. Alors qu'on a des périodes dans sa vie où on l'est beaucoup moins. Et on met sa vie de côté même. Et là, c'est l'occasion de pouvoir rediscuter cette notion. Donc finalement, le désir sexuel, ça peut être considéré comme ce qui constitue les mobiles, d'accord, de l'activité sexuelle. Mais ce n'est pas la fin en soi. C'est ce qui va nous permettre de tendre vers ça. Et donc, comme Aude l'évoquait tout à l'heure, c'est l'envie d'avoir envie, d'accord, qui se met en place. Mais attention, on fonctionne tous différemment et c'est avec une sensibilité et des leviers d'action différents et qui évoluent au cours du temps. Après, le désir, c'est aussi l'amour. C'est aussi se sentir désiré, se sentir aimé. Et c'est vrai pour la santé affective, émotionnelle, sexuelle, enfin toute cette dimension globale de la sexualité. Tout à fait. Donc là, c'est l'occasion d'aborder les facteurs qui favorisent une sexualité épanouie. On a à disposition plusieurs leviers d'action. L'avancée en âge et la retraite en particulier amènent certains bouleversements identitaires qu'on a pu brièvement aborder et constituent une remise en question pour les personnes. Je ne suis plus ou pas celle ou celui que je pensais être. Ai-je toujours de la valeur pour les autres, pour moi? Et c'est un moment qui amène un besoin aussi affectif et d'amour, comme tu l'évoquais, très fort. Et donc, la vie affective joue un rôle important sur l'estime de soi, sur la gestion de l'angoisse, sur la solidité des repères identitaires et les relations avec les autres en général, sur le sentiment de sécurité aussi, et donc la capacité à se projeter. Et finalement, la vie sexuelle, contribue fortement à ce besoin profondément humain de réciprocité. Et c'est d'où l'importance de répondre à ce besoin, en tout cas. Et donc, ainsi, le fait de savoir développer et valoriser de bonnes capacités communicationnelles, affectives, et imaginative est un aspect essentiel pour entretenir une sexualité épanouie et bien plus encore, comme je pense vous l'avez compris. Une bonne estime de soi, une bonne image corporelle, c'est aussi se réapproprier son corps. Le corps change et l'image de soi avec, et ça peut générer un certain nombre de craintes qui amènent à l'arrêt, au déni de la sexualité, avec l'incapacité à réussir pour les hommes, la crainte de la douleur pour les femmes, la crainte de ne pas être désirable. On a aussi dans les consultations, dans les couples, des couples qui vont, sans être en conflit, cesser d'avoir effectivement une sexualité pour passer plus sur de la sensualité, de l'affectivité. Et ces personnes-là aussi le déterminent et le choisissent parce qu'elles ont eu certaines maladies qui font que l'acte en lui-même n'est plus possible, mais du coup il y a une compensation par tout le reste de une sphère affective épanouie. Exactement. Et on a aussi souvent, des fois, pas de maladie en lien, mais plutôt la vie qui arrive de cette manière, avec le mari qui va venir effectivement nous dire nous n'avons plus de rapport. De toute façon, c'est pas très grave, ma femme, elle est pas très portée sous la chose. Et l'épouse qui va nous dire, nous n'avons plus de rapport parce qu'il a des difficultés, mais j'ose pas lui en parler parce que je sais que pour un homme, c'est important et je veux pas l'embêter avec ça. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on a aussi des couples qui, après, renouent un dialogue, se rendent compte qu'ils avaient chacun des idées limitantes, ce que tu appelles limitantes, et qui en fait le fait d'en parler et de libérer cette parole permettent de prendre du recul et de voir la situation un petit peu différemment et du coup se réapproprier effectivement ce corps. Souvent c'est par excès
délicatesse pour l'autre, dire ah non, je veux le préserver. Finalement, tout le monde se retient et il y a un gros non-dit. Et quand la parole est libérée et circule, en fait, on se dit oh, quel temps perdu finalement, parce que il suffisait de l'évoquer en amont. Oui. Donc, je regarde. À ce niveau-là. Donc cette nouvelle étape de vie qu'est la retraite, c'est aussi l'occasion de repenser la dynamique du couple, c'est ce que je vous évoquais, et finalement ça demande de développer des compétences. C'est savoir préserver l'intimité avec soi et aussi son sentiment amoureux qu'il faut préserver aussi, c'est un peu le combustible de tout ça. Et pour ça, on peut développer 5 compétences. Déjà, c'est tout différent quand on est capable de demander de l'aide. Là, ça va pas. Ça change vraiment la donne. C'est aussi donner de l'aide, être en capacité d'être empathique vis-à-vis de l'autre et de pouvoir l'aider quand il en a besoin. C'est être à l'aise aussi avec l'autre à la base, pour pouvoir aborder ces notions-là. Et c'est être autonome aussi, parce que c'est grâce à la préservation de son autonomie qu'on peut être dans des rapports de réciprocité qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est aussi savoir négocier, parce qu'un couple, en soi, c'est des négociations, c'est normal. C'est pas la paix. La paix, c'est la capacité à négocier les choses, d'accord ? Et donc, ça permet d'aborder les notions de compromis, de confiance, et puis aussi d'engagement dans son couple. Vous avez peut-être un cas illustratif, c'était celui de tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc, c'est aussi l'occasion de repenser le célibat, si jamais c'est quelque chose qu'on vit et qu'on traverse. C'est aussi la retraite, l'occasion de trouver de nouvelles manières et occasion de faire des rencontres, parce que mine de rien, il n'y a plus le travail, qui peut être quand même un bon véhicule aussi pour faire des rencontres. Et donc, il va falloir le faire d'une autre manière. Donc, dans des activités sociales, comme les implications associatives, le bénévolat. C'est des lieux de rencontre et de socialisation, par exemple, ou au travers de nos sorties, de nos activités socio-culturelles. Et finalement, ça nous demande vraiment une capacité à oser. Il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort, parce que c'est pas toujours dans notre personnalité d'aller vers les autres. Quelquefois, ça nous demande beaucoup de ressources et d'énergie. Et notre zone de confort, c'est notre routine. Complètement. Et ça rassure, ça sécurise, on sait où on va aller, mais ça veut pas dire que ça nous épanouit. D'accord ? Donc, quelquefois, il faut se faire un peu de mal pour espérer aller mieux. D'accord ? Et donc, c'est aussi oser aller vers des nouveaux médias qu'on n'aurait jamais abordés avant, comme par exemple les sites de rencontres, et qui se développent et qui ont aussi beaucoup d'élan. Donc attention aussi, une vie épanouie sans sexualité, on l'a abordé, c'est tout à fait possible, d'accord ? La question, elle se pose différemment quand on subit la situation, et c'est ça qu'on aborde aujourd'hui. Donc, prendre son temps, respecter ses besoins, en parler. En tout cas, sur le plan clinique, il y a aussi dans les consultations des personnes qui ont un célibat choisi, qui choisissent. Chiara a parlé tout à l'heure des gens qui font chacun chez soi et puis qui se voient effectivement pour faire des activités, etc. Mais beaucoup de couples qui se reforment passé 75-80 ans vont rester plutôt chacun effectivement chez soi et prendre le plaisir ensemble sur plein de domaines. En tout cas, il y a aussi les aventures sans lendemain. Ça existe aussi, et aussi, je vous ai parlé, on a parlé rapidement de la masturbation, mais c'est aussi des choses que des seniors découvrent dans l'avance en âge et qui gardent une sexualité sans partenaire. Donc concrètement et pour conclure, je pense que c'est. Oui, vas-y. Oui. Et du coup, non, c'était pour parler aussi des personnes qui, après le décès, oui, c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi. C'est l'importance de l'entourage finalement quand justement le célibat n'est pas choisi mais subi.
Et ça, c'est important parce que notre partenaire, il peut disparaître ou alors il peut avoir des maladies et qui baissent son autonomie et du coup qui déséquilibrent la vie de couple. Et ça, quand ces situations sont présentes, eh bien, il faut savoir vraiment ce qui va le plus aider la personne, c'est d'avoir des proches qui vont pouvoir l'écouter, accueillir ses difficultés, pouvoir mesurer aussi le manque. Et souvent les études, et même quand on aborde ça en consultation, il faut ne pas céder à la pression de l'entourage et des autres, et savoir prendre son temps. Alors ça, je sais que c'est pas évident quand on souffre de se dire, mais il faut le prendre, ce temps-là, il est nécessaire. Pour surmonter ça, pour se reconstruire, ça fait partie de la cicatrisation, tout simplement psychique pour le coup, et respecter ses besoins, en parler, et surtout ne pas rester seul. Vraiment. Alors, quand on sent que c'est trop difficile, il faut aborder l'aspect d'être accompagné, soit par ses proches, surtout quand on se traverse ces épreuves comme le veuvage ou bien la perte d'autonomie de son proche. Et ça, c'est important de le rappeler. Oui. Et puis dans la pression des autres, il y a aussi la pression des enfants. Ça, c'est aussi très important. Comment ça se fait que les enfants puissent avoir un rôle et un regard dans la sexualité de ses grands-parents ou de ses parents. C'est absolument personnel. Mais la parole doit se libérer aussi des fois avec les proches, mais avec des professionnels extérieurs quand il y a effectivement des problèmes. C'est un petit peu la suite de Ça s'éteint. Je suis désolée, c'était la dernière diapositive parce qu'on est un petit peu longue à vous parler du sujet, mais il y a tellement de choses à dire que voilà. Et donc on était sur En pratique, merci. Donc oui, maintenir une sexualité épanouie, effectivement, c'est savoir demander aussi de l'aide seul ou en couple. Ouais, voilà. Concrètement, s'il y a des notions à retenir, et j'espère qu'il y en aura d'autres que vous retiendrez, maintenir une sexualité épanouie, c'est savoir demander de l'aide, trouver un lieu d'écoute, se sentir libre pour pouvoir aborder cette question d'intimité. Si vous est difficile de parler avec votre partenaire, et ça peut être le cas aussi, si le climat s'envenime, qu'il y a vraiment du conflit, ou si vous avez l'impression de ne pas être entendu, la présence d'une tierce personne formée à l'écoute et au non-jugement facilite la communication entre partenaires. Une parole qui peut se libérer permet souvent le dénouement heureux des tensions et la dissipation des malentendus. Et là, les centres de santé mentale et les centres du planning familial, parce qu'on n'en parle pas souvent, je pense, offrent une écoute et une aide aux personnes et aux couples. Et ça peut compter et jouer aussi à des tarifs raisonnables aussi. Et donc, en tout cas, sur le plan médical, consulter, c'est effectivement si le trouble se répète, s'il est persistant, s'il est durable. L'aide d'un spécialiste permettra d'améliorer les choses, de pouvoir effectivement avoir accès à un diagnostic et plus ou moins un accompagnement. En tout cas, c'est une thérapie globale et ça ne se règle pas que par un médicament, bien évidemment que non. Il s'agit aussi d'éliminer, comme je vous l'ai dit, les causes iatrogéniques. Donc vous avez effectivement une consultation médicale, les sexologues, les thérapeutes, centres de planning, et vous avez aussi les centres de prévention à Gercarcourt où vous pouvez avoir effectivement un double regard médecin-psychologue. Dans le prendre soin de sa santé, alors je pense que je vais faire un petit focus là-dessus. En entretenant et renforçant votre capital santé, ça permet de prévenir des difficultés et de trouver aussi des solutions quand on y est confronté. Donc ne pas hésiter à faire des bilans réguliers, ne pas négliger la surveillance, les dépistages, la prévention cardiovasculaire, lutter contre le tabac, effectivement la consommation d'alcool quotidienne. Je rappelle que c'est la consommation d'alcool quotidienne, donc même si vous buvez 2 verres par jour, c'est trop. Donc ce qui compte, c'est de ne pas boire quotidiennement.
En tout cas, discuter aussi des traitements. Les seniors ne se sentent pas non plus. Il y a un autre événement, c'est la surveillance des infections sexuellement transmissibles. Et c'est vrai que souvent, on s'aperçoit que les seniors se sentent pas concernés par le sujet parce que pour autant, ils n'ont pas été concernés il y a plusieurs années de ça, s'ils ont été en couple longtemps, etc. Si des couples se reforment, enfin en tout cas, je vous dis, l'âge ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est important aussi d'utiliser, si on a des rapports avec d'autres partenaires, d'utiliser effectivement des préservatifs et bien sûr préserver son bien-être mental, entretenir une estime de soi et un entourage de qualité. Mais ça, Chiara... Bien sûr. Donc ça permet moi d'aborder le point. Là aussi, je suis obligée d'insister. C'est la communication. Vraiment, vraiment, ça change tout. Ça change tout, et c'est la communication envers son partenaire, mais aussi son entourage, quoi. Être en capacité de demander de l'aide quand il y a besoin, et c'est aussi d'où l'importance aussi d'accompagner le couple à deux lorsque c'est possible, bien évidemment, pour ne pas faire d'une difficulté sexuelle une problématique individuelle, d'accord ? Et vraiment revenir sur quelque chose qui s'inscrit dans une relation à l'autre. Et ça, c'est important. Sur le plan, oui, de la communication, et voilà, enfin, je parlais tout à l'heure des préservatifs, par exemple, mais c'est aussi des histoires vécues, donc, enfin, vécues par des personnes, pas par moi, mais en tout cas dans les consultations. Et c'est très intéressant parce que c'était, oui, comment ça s'utilise un préservatif quand on n'en a jamais utilisé, etc., et comment je fais. Et même après, il y a des jeux, enfin, c'est très... Les gens en jouent beaucoup. Heureusement, on en parle de plus en plus, mais des fois, on n'arrive pas spontanément à faire le premier pas soi-même. En tout cas, l'adaptation de la sexualité, ça c'est un autre créneau en pratique qui est aussi important pour nous deux, là, pour le coup. Parce que vraiment, la performance doit laisser place à l'endurance, ça c'est clair. On dit souvent on manque d'endurance, non, on est endurant. J'ai aussi des consultations où j'ai des hommes qui peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires qui disent j'ose plus, ou la femme qui dit j'ai peur. Il n'y a aucun souci là-dessus. À partir du moment où on est surveillé, traité, on peut effectivement tout s'adapter à tout, et en tout cas on s'adapte sur le plan physique, et on adapte aussi sa sexualité à ses envies, à ses désirs et à son état de forme. En tout cas, stop au diktat de la jouissance, ça c'est clair et net, parce que je vois trop de gens qui effectivement vont arrêter la sexualité à cause d'une fois, 2 fois, puis du coup ça suscite des questions, on se dit il a plus envie de moi, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment pernicieux. Surtout c'est stop. Il y a des moments où il n'y a pas de jouissance, des moments où il n'y a pas de jouissance, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est absolument normal, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres plaisirs. Et dans ça le plaisir, conditionne on peut faire pas le plaisir. Ouais, ça conditionne pas le plaisir. Donc la sexualité, elle est évolutive, il n'y a pas de leçon de jugement moral, de culpabilisation, c'est sûr. Assumer ses fantasmes et ses désirs. Et donc, oser, parce que ça vous en a parlé aussi, Chiara, oser, oser, pratiquer, découvrir. En tout cas, moi, je peux dire que les muqueuses s'entretiennent. C'est effectivement important, comme on entretient la qualité des tissus de la peau. Ça s'entretient parce que les frictions peuvent effectivement provoquer, justement, être source de douleur, d'infections urinaires, des fois de mycoses. Je suis obligée de parler de choses de cette nature, mais c'est vrai que des fois, on se dit, allez, hop. Alors que ça s'entretient, si on entretient la bonne qualité de ces tissus, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut lutter contre la sécheresse et l'irritation. Donc, oser pratiquer, découvrir les jeux sexuels, la tendresse. Après, il y a certaines positions. On vous a pas parlé tout à l'heure. Attendez, je reviens juste sur la diapo d'avant parce qu'il y avait quelque chose dont j'ai encore arrêté. Je suis désolée, j'ai encore arrêté mon diaporama. Si vous souhaitez, il y avait... comment on revient en arrière ? Ouais, hop. Voilà, il y avait cette étude-là sur les dynamiques relationnelles, si vous voulez la lire, parce qu'elle est récente, elle date de 2022, elle est dans les études de sexologie, elle est disponible effectivement sur Internet, sur les dynamiques relationnelles. Ça s'appelle Couple d'âge mûr et sexualité, comprendre l'impact des dynamiques relationnelles. C'est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Et j'ai encore arrêté, non, hop, excusez-moi, hop, et puis je reviens à la fin. Non, je reviens là parce qu'il faut qu'on parle de rééducation périnale, mais j'en ai déjà parlé.
Donc oui, il y a des positions particulières qui favorisent, enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, on peut avoir un contrôle volontaire de son muscle pubococcygien qui est aussi intéressant sur le plan de la sexualité. En tout cas, la rééducation, on peut se poser de la question. Sur le côté des lubrifiants, alors je pourrais répondre à vos questions. En tout cas, c'est les choses plus naturelles qu'on conseille, Sensilubre, Eplin, Staido, etc. En termes d'hormoninothérapie, donc les traitements hormonosubstitutifs, c'est non. Les traitements hormonosubstitutifs n'ont pas d'impact, ont des effets négatifs à long terme, donc non, on ne les recommande pas. Par contre, l'hormonothérapie locale, oui. Locale, oui, par voie vaginale, ça on les recommande en crème avec applicateur vaginal ou en ovule. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Et donc la rééducation périnéale, est-ce qu'on doit faire la rééducation périnéale ou pas? Souvent j'ai cette question-là. Tout dépend de votre connaissance et du ressenti que vous avez de votre périnée. Donc après, il y a les choses évidentes. Si les hommes, vous avez déjà eu des hernies inguinales, que voilà, par exemple, ça c'est une manifestation d'insuffisance périnéale. Si vous avez déjà eu des hernies inguinales, c'est que vous avez une insuffisance périnéale et que vous ne savez pas bien contrôler votre périnée. Donc c'est très intéressant de faire la rééducation périnéale dans ce cadre-là. Si vous êtes une femme qui avait une descente d'organes, effectivement, qui avait jamais fait de rééducation périnéale et qui ne ressentait pas, qui ne ressentait pas les mouvements effectivement à faire, et ça paraît complètement, enfin vous voyez pas, c'est important de faire de la rééducation périnéale auprès d'une sage-femme ou d'un kiné formé à la rééducation périnéale. Après, on peut entretenir. Il y a la rééducation qui est juste une partie qui permet de ressentir et de retonifier, mais après il y a l'entretien. Et l'entretien, je vous en ai parlé, il y a aussi des techniques et des appareils qui permettent de faire sa propre rééducation chez soi. Mais le mieux, c'est soi-même de bien effectivement faire travailler son périnée dans sa vie quotidienne, et notamment, il y a un des trucs de la vie quotidienne qui est assez évident pour le périnée, c'est le fait de s'asseoir et de se lever d'une chaise. Vous faites ça tous les jours. Eh ben, si tous les jours, après cette conférence, vous pensez à moi et vous vous dites je vous dis, ça fera travailler votre périnée. Et comment le faire? J'ai pas de chaise assez basse, mais vous êtes assis sur une chaise. Quand vous vous levez, avant de vous lever, pensez vraiment à rentrer votre ventre et à rentrer votre nombril, et ça part du bas et vous le rentrez vers le haut et vous vous levez. Et quand vous vous asseyez, vous faites la même chose. Vous verrouillez en bas et vous vous asseyez et vous relâchez. Si vous faites rien que ça tous les jours, vous allez travailler votre périnée dans votre vie quotidienne et vous n'aurez jamais de problème de ce côté-là. Donc je vous incite vraiment à le faire. Après, je répondrai aux questions que vous avez sur le reste, parce que je crois qu'on a dépassé notre temps et je veux laisser Chiara conclure. Voilà, donc là, c'est pour aller plus loin, on vous laisse quelques références bibliographiques qu'on trouve très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à les noter, à vous aussi faire votre propre avis sur la question, creuser la question, de pouvoir en parler avec votre entourage. Ça, c'est important. Puis, merci à tous pour votre écoute et puis place aux questions. Merci. Merci.